Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour Nouvel Élan TV. Je suis Vincent Fayol et aujourd'hui je suis avec... Luna Ocendi. Et on reçoit du coup Wesley Ngobaeng. Bonjour Wesley. Bonjour à vous, merci pour l'invitation. Merci d'être venu. Écoute, donc Avec je te plaisir, présente rapidement mais après on ira un peu plus dans le détail. bien sûr. Tu es ancien joueur professionnel et aujourd'hui entrepreneur spécialisé dans la reconversion d'athlètes. Alors déjà pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, d'où tu viens et à quel moment tu as commencé le foot et Ok. quand est-ce que c'est passé d'un loisir à possibilité de carrière? Très rapidement, et je suis heureux de le dire, enfant du Blanc-Ménil, commencer par ça. Ouais, donc j'ai commencé le foot dans ma ville. À l'époque, la chance que j'ai eue, c'est que mon club était partenaire du Havre, donc qui est l'un des meilleurs centres de formation. Naturellement, j'ai signé là-bas 2 ans après. Donc j'ai fait toute ma formation au Havre. Je suis parti de Blanc-Ménil à 10 ans et demi. Toute ma formation au Havre jusqu'à l'âge de 17 ans et demi. Et ensuite, j'ai eu la chance de basculer dans le monde professionnel avec le club de Newcastle en Angleterre. Mais alors justement, désolé, Ouais, je t'interromps pas de déjà, souci. mais sur Le Havre, parce que tu as passé un peu vite, mais Ouais, Le Havre c'est quand même 7 ans, c'est de bien 10 sûr. ans à 17 ans. Qu'est-ce que tu retiens de cette période-là, toi? Beaucoup de délire en fait. Franchement, on ne se rendait pas compte qu'on était éduqué par le football et du coup par nos éducateurs. Mais c'était que du kiff. C'était que du kiff. Mais en même temps, on apprenait beaucoup de choses parce que chaque année, il y avait des joueurs qui n'étaient pas conservés. Donc, on apprenait à gérer la pression. Chacun avait son leadership. On apprenait à gérer un vestiaire, etc., à assimiler les consignes d'un coach et tout. Ce qui semblait normal pour nous, mais qui après, avec le temps, j'ai compris que ça pouvait être une plus-value dans le milieu de l'entreprise ou de l'entrepreneuriat. Mais vraiment, ouais, que plus de la fraternité, en fait. Parce que même si on est en concurrence, quand il y a quelqu'un qui n'est pas conservé, t'as mal parce que tu sais que tu perds un ami, il va rentrer dans sa ville d'enfance, ça va pas être simple. Donc, ouais, je garde beaucoup de souvenirs de fraternité. Parce que même quand on se reparle aujourd'hui, j'ai l'impression que les années ne sont pas passées et qu'on est encore pensionnaire du centre de formation. Quelle différence tu as senti vraiment, on va dire, les plus marquantes, si tu t'en souviens, parce que bon, tu avais 10 ans, donc Ouais, forcément, tu n'étais pas la même personne, mais passer du club, de ton quartier, de ta ouais. ville, du Blanc-Ménil, à un centre de formation, qu'est-ce que tu as senti concrètement comme différence? L'engouement. Parce qu'au final, même si dans ma ville, les gens savaient un peu ce que je faisais, j'étais tout petit, donc c'était très local. Et c'est vrai que dès lors que j'ai signé au Havre, j'ai senti un changement, ne serait-ce que le regard envers ma famille. J'ai vu que voilà, tout le monde prenait des nouvelles, tout le monde discutait un peu plus avec ma famille. Même si on est gamin, on sent que en termes d'engouement, il y a quelque chose qui change. Et moi, alors à tort ou à raison, très vite, je me suis senti un peu comme un porte-drapeau. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas énormément de jeunes issus des quartiers populaires qui étaient en centre de formation. Je ne vais pas dire que je suis de la première génération, mais un peu. Et c'est vrai que ouais, très vite, je me suis senti un peu comme un représentant du 93, etc. Au centre de formation, tu as quand même croisé des grands joueurs, Ouais, bien sûr. des Mandanda, des Las, Diarra, Ouais. Digard. Tu sentais déjà à l'époque que tu étais dans un endroit où vraiment il y avait des gros noms qui passaient, des futurs En fait, cracks? ce qui est fou, c'est qu'au Havre, il y avait un standing qui était très élevé. Mais il n'y avait pas les réseaux sociaux, etc. Donc, pour comparer, c'est seulement ce qu'on voyait le week-end quand on jouait contre telle ou telle équipe. Mais de dire que je savais qu'il allait avoir autant de joueurs qui allaient sortir du centre, sachant qu'on nous disait souvent, sur une génération, il y en aura peut-être un ou deux, peut-être zéro, ce serait mentir. Mais par contre, j'étais conscient qu'il y avait de la qualité. Et au final, quand je vois ce que sont devenus nos éducateurs, quand je vois ce que la plupart des joueurs formés au Havre sont devenus, je me dis: «Ah ouais, au fait, en fait, j'étais quand même un privilégié». Tu regardes un peu d'ailleurs ce que fait Le Havre ces Ah bien derniers sûr. temps? Ah bah, en plus là, Didier qui coach, enfin Didier Digard qui est le coach, qui est quelqu'un que j'ai côtoyé, au centre et même dans la vie de tous les jours. Alors un peu moins aujourd'hui, mais c'est quelqu'un pour qui j'ai déjà énormément d'admiration. C'est un choix du cœur. Il est revenu au centre, enfin, il est revenu au Havre. Et je pense que toute personne passée par le centre de formation du Havre supporte le club aujourd'hui et encore plus avec un enfant du club à la tête de l'équipe première. Et surtout maintenant que ça remonte quoi, enfin, Ouais, bah, ça fait quand même plusieurs saisons d'affilée qu'ils se maintiennent en Ligue 1, sachant qu'ils n'ont pas un budget de fou. Mais ça montre à quel point la formation havraise est bonne, parce que si tu regardes
le 11 titulaire, il y a toujours beaucoup de jeunes du centre. Et tu te dis qu'en fait, le savoir-faire du Havre, c'est quelque chose qui perdurera. Donc, à 17 ans, tu arrives à Newcastle, C'est ça. et c'est là que ça va se compliquer personnellement et physiquement, enfin sportivement. Est-ce que tu peux nous raconter comment t'as vécu cette, période? Compliqué parce qu'au final, j'ai atteint mon premier objectif, qui est de signer un contrat professionnel. Au départ, déjà, ça met du temps parce que les deux clubs ne se sont pas bien mis d'accord, donc j'avais pas le droit de jouer officiellement. Ensuite, malheureusement, à la fin de ma première saison, je me suis gravement blessé. J'avais signé un contrat de 3 ans, donc ça m'a bouffé bah, ma deuxième année, quasi. Et dans ma dernière année, je me suis pas mal blessé aussi. Donc, au final, c'est 3 ans dans un très grand club où humainement, il s'est passé des choses folles. C'est pour ça que je suis encore proche de ce club aujourd'hui. Mais sportivement, ça a été compliqué, plus sur le plan perso. Voilà, il y avait aussi des histoires par rapport à mon entourage et tout. Donc, là où je touchais mon rêve, après, ça a été le début des problèmes. Et donc là, dans cette période-là, quand tu es accompagné, extra-sportivement de cette façon-là, 17 ans, dans un nouveau pays, avec un nouveau statut joueur pro, l'attention et les moyens qui vont avec, ça peut facilement tourner, la tête. Ouais. On se demandait, est-ce que tu dirais que tu étais bien entouré, ou plutôt mal entouré? Et est-ce que tu étais peut-être pas assez cadré? Est-ce que des gens essayaient de profiter de toi même? On a pensé à une agente, Ouais. qui Ouais, un bien peu sûr, bien sûr. En fait, alors, a posteriori, c'est facile de dire que j'étais mal entouré, mais moi, quand j'ai vécu les choses à ce moment-là, bah, je pensais que c'était normal, jusqu'à ce que, quand même, financièrement, je commence à me poser des questions. Vraiment, sur l'entourage foot, je me questionnais pas trop, parce que je me suis dit c'était la suite logique. J'ai été formé dans un des meilleurs centres de formation. Ensuite, je signe dans un grand club. Mais c'est quand il a commencé à avoir des soucis d'arnaque et tout sur mon compte, par mon ancien agent, justement, que là, ça m'a mis la puce à l'oreille. Et en fait, j'ai poussé une porte et une autre et une autre. Et je me suis rendu compte qu'on m'utilisait pour pas mal de choses. Ça arrive à beaucoup de joueurs. Alors, je veux pas du tout tomber dans la victimisation, c'est factuel, ça arrive à beaucoup de joueurs. Mais c'est vrai que quand tu bascules de jeune à pro, surtout à ces niveaux-là, avec un salaire qui est multiplié par je ne sais combien, bah, il y a toutes sortes de convoitises qui se greffent à toi. Et c'est vrai que s'il n'y a pas un premier socle autour de toi qui est assez solide, qui peut éventuellement faire le filtre, bah derrière, tout le monde et n'importe qui a accès à toi et peut se servir. C'est concrètement ce qui m'est arrivé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis content quand même quand je vois qu'autour des joueurs, on va avoir gestionnaire de patrimoine, prépa mentale, ceci, cela. Mais moi, à mon époque, il n'y avait pas tout ça. J'ai l'impression que notre génération, elle a servi un peu de crash test pour qu'aujourd'hui, les joueurs soient plus entourés avec vraiment tout un écosystème autour d'eux, quoi. OK, et donc quand tu t'es blessé, est-ce que tu as plus eu le sentiment que le staff médical de l'époque t'a traité comme une sorte d'actif financier finalement, ou enfin à rentabiliser, ou est-ce que t'as ressenti que tu étais un joueur à protéger? Bah, vraiment, tu vois, c'est peut-être paradoxal ce que je vais dire, mais je pense que je me suis encore plus attaché à Newcastle quand je me suis blessé, parce qu'ils ont vraiment pris soin de moi. Dans le sens où j'ai fait ma rééducation en 2 parties, à Cap-Breton et à Clairefontaine, et les kinés se déplaçaient. Ils venaient me voir, ils venaient voir comment ça se passait, et cetera. Te dire qu'il y avait pas du tout d'enjeu financier, c'est faux, parce que c'est quand même un club qui avait investi sur moi, donc forcément, l'idée, c'était que je revienne de la meilleure manière possible, sachant que j'étais vraiment un jeune à fort potentiel. Donc ils m'avaient récupéré pour une somme d'argent qui est importante aux yeux du monde, mais qui n'est pas si importante dans le milieu du football, parce que je pense qu'on était un peu en dessous d'un 1 000 000 d'euros. Par contre, l'idée, c'était forcément, si ça marche, bah, ils allaient faire une énorme plus-value avec moi. Tu vois? Et malheureusement, je suis pas bien revenu après ma rééducation, mais je n'ai pas senti que ça avait changé les relations que j'avais avec le staff. Après, oui, il y a eu une décision sportive à prendre parce que je n'étais pas dans les temps de passage par rapport à mon retour, mais ça a été une décision prise majoritairement par rapport aux sportifs. Ça, en tout cas, j'en suis convaincu. Après, est-ce que c'est le cas pour tous les joueurs? Je ne pense pas. Parce que des fois, tu es simplement traité comme un actif, comme tu l'as dit. Mais en tout cas, avec Newcastle, j'ai eu cette chance-là d'avoir été traité correctement. OK.
Et du coup, après ces 3 saisons malheureusement pas très fructueuses à Ouais, Newcastle, du coup, comment ça se passe pour les années qui suivent? Du coup, ça se complique un petit peu? Tu ouais. passes dans différents clubs où tu essayes de t'imposer et ça Ouais, j'ai un peu bourlingué dans des divisions inférieures en Angleterre. Comment dirais-je? Ensuite, je suis revenu en France avec l'idée d'arrêter le foot carrément, parce que j'étais blasé par rapport à ce qui se passait aussi dans ma vie perso. Finalement, j'ai rebondi un petit peu. Ce qu'on va appeler des contrats semi-pro, jusqu'à l'âge de 26, 27 ans où j'étais fatigué en fait. J'étais fatigué et surtout, je ne prenais plus de plaisir. Parce que de base, moi, j'ai commencé le foot, je suis un enfant de France 98. J'étais un kiffeur de ballon et c'est ce qui m'a drivé jusqu'à un moment où je ne retrouvais plus ça. Je commençais aussi à m'ouvrir sur d'autres horizons. Je me posais des questions. Qu'est-ce que j'aime en dehors du football et tout? Et limite, je suis content d'avoir eu à, comment dirais-je, arrêter ma carrière assez tôt parce que c'est ce qui m'a permis de m'ouvrir sur d'autres choses là où la majorité des footballeurs galèrent. Donc au final, mon malheur a été précurseur sur ma reconversion. c'était quoi le déclic où le moment où tu t'es dit: «Bon allez là c'est bon, il est temps de raccrocher pour de bon»? Je suis revenu à Blanc-Mesnil sur la fin et en fait, le deal que j'avais avec le club, c'est que je travaillais aussi au service jeunesse la journée pour qu'on puisse combiner un salaire «décent» entre guillemets et ce qui s'est passé, c'est que je prenais beaucoup plus de plaisir la journée à travailler avec les jeunes de ma ville que m'entraîner le soir. Donc au départ, je pensais que c'était une illusion. Et puis les mois sont passés, et puis j'en discutais avec d'autres collègues. Et au final, j'ai pris énormément de plaisir à me sentir utile auprès de notre jeunesse. Pas que, parce que j'avais créé une association avec des amis dans mon quartier d'enfance. Et je me sentais vraiment utile. Et quand j'allais jouer au foot, je me disais, en fait, est-ce que je sers à quelque chose? Pas vraiment. Et donc la transition s'est faite comme ça, petit à petit, vraiment sur l'année où j'étais revenu au Blanc-Mesnil. Et à la fin, Alain Mboma, il m'en veut encore, je pense. Je lui ai envoyé un texto pour lui dire que je reprenais pas la saison d'après. Et il m'avait répondu: «Ah ouais, la nouvelle génération, vous prenez des décisions par texto». Parce que en fait, c'était naturel. J'ai senti que je n'apportais plus forcément grand-chose dans le milieu du foot, vraiment en tant que joueur. Par contre, j'apportais énormément dans la vie de notre jeunesse et je sentais que même les joueurs en activité, ils me disaient: «Waouh, c'est super ce que tu fais» et cetera. Donc je me suis senti, back-upé, donc je me suis dit: «Allez, c'est le moment». OK. Donc tu es déjà sur l'aspect positif et tant mieux. Ouais, Mais moi je vais me permettre d'aller un bien petit peu sûr, en arrière sur la phase bien de sûr, transition un peu plus compliquée, mais bien sûr, le moment où tu te rends compte que bon, en fait, c'est plus pour moi, ce ce foot professionnel de haut niveau. bien sûr, À ce moment-là, quand tu prends la décision, tu as déjà un peu répondu du coup, mais ouais. tu dis que tu te sentais plus utile à faire d'autres choses et tant mieux, mais est-ce qu'il y a aussi une part de toi qui regarde ça un peu Ah nostalgique oui! en disant: «Putain, c'est que j'ai quand même un peu raté ça, C'était quoi»? c'était très dur. C'était très, très dur parce que identitairement parlant, depuis tout petit, je m'identifie que grâce au football. Ça veut dire que en fait, tu m'enlevais qui j'étais, concrètement. Mmh. C'est donc là, c'est vrai que je suis allé sur l'aspect positif, mais l'aspect négatif, c'est que, tu te sens comme un moins que rien, clairement. Ouais. Vu que depuis toujours, moi, je m'identifiais grâce au foot et tous les gens qui me connaissent m'identifiaient aussi grâce au football. Du coup, moi, je me sentais tout petit à leurs yeux. Donc je me sentais tout petit à mes yeux, je me sentais tout petit aux yeux de ma famille et ça allait loin même voilà, dans les relations que j'avais au quotidien, j'étais toujours dans une position basse parce que je me disais: «En dehors du foot, je suis rien» et ça a été très compliqué, très, très, très compliqué et c'est pour ça que je parle, de me sentir utile parce que quand j'ai vu que les jeunes, je leur apportais quelque chose, je me suis dit: «Ah, finalement, je sais faire autre chose que du football» et ça a été ça la première porte, en fait. «Ah, je sais faire autre chose» et puis je pousse une autre porte et puis j'en pousse une autre, puis j'en pousse une autre. Mais au départ, extrêmement difficile parce que, je vais faire quoi maintenant? Mmh. Et depuis toujours, je fais du foot et c'est une décision que toi, tu dois prendre. C'est pas le monde du foot qui va te prendre, qui va te dire: «Ah, tu ne joues plus? Ah bah, attends, je vais te donner un coup de main». Le monde du foot, on a rien à clairement. Et comment tu surmontes ça justement? Parce qu'au-delà du problème d'identité, en plus, Ouais, j'imagine que financièrement, ça pose aussi des bien sûr. questions. Tu te retrouves dans des situations plus
En plus, je crois que toi, tu as une situation à ce Bien moment-là qui, sûr, niveau financier, très endettement, qui compliqué, était ouais. très compliqué. Comment est-ce que tu gères tout ça en même temps d'un point de vue purement psychologique et Franchement, ouais, à ce moment-là, il y a du surendettement, il y a la perte d'identité, et cetera. Je pense que alors pour moi, vraiment là, c'est personnel parce que j'aime pas m'étaler sur ce sujet-là, mais religieusement, ça m'a aidé parce que j'ai essayé de redonner du sens à ma vie, tout simplement. Et je me suis dit, mais en fait, personne ne naît juste pour jouer au football. La vie, elle est beaucoup plus grande que ça. Et je pense que c'est ça, la religion, la famille, même s'il y a eu des divergences, parce qu'à un moment donné, j'ai senti que on me valorisait uniquement, bah, comme je disais, par rapport au foot. Donc, quand j'ai senti qu'en dehors du foot, même au sein des plus proches, je ne valais plus grand-chose, ça a été compliqué à gérer. Mais voilà, il y en a quand même quelques-uns qui m'ont boosté, comme on dit, et petit à petit, je suis revenu. Mais ouais, je dirais famille et religion. Donc à la fin de ta carrière pro, tu reviens au Blanc-Ménil, tu as même rendu hommage, au complexe sportif Jean Bouin dans un clip, si Ouais, je me trompe pas. Heu, à tu l'époque. tu dis vouloir, du coup représenter la ville aux 4 coins du monde. Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour toi et quelle importance a cette ville dans ta vie? Le Blanc-Ménil, c'est tu vois, pendant que tu posais la question, j'ai ressenti de l'émotion parce que c'est une ville qui m'a tout donné, clairement. C'est une ville pour laquelle je me suis battu même récemment pour, les municipales. Tu vois, j'ai été, vraiment au tout départ de la liste citoyenne qu'on a créée jusqu'à faire gagner, Demba Traoré. Donc, en fait, ça te montre l'attachement que j'ai à cette ville. Pour moi, c'est une ville qui représente l'espoir, en fait. Ça veut dire que j'ai vu beaucoup de jeunes s'identifier à travers moi, chose que moi, quand je suis parti à 10 ans et demi, j'ai même pas calculé. Et en fait, le fait de revenir et de voir à quel point les gens ont suivi mon parcours, pour moi, c'était important de m'investir en retour. C'est pour ça que j'ai énormément contribué socialement parlant et que même si dernièrement je n'avais plus d'intérêt en vrai au Blanc-Ménil, bah, quand il y a eu l'idée de se battre politiquement pour récupérer la ville, je n'ai même pas réfléchi. Alors que peut-être que ce combat allait me desservir en termes d'image, mais le souci n'était pas là. C'était quoi qu'il arrive, il y a quelque chose à faire pour ma ville, j'y vais. Et voilà, je pars un peu en vrac parce que là, tu as touché à quelque chose de sensible et j'ai été incompris par rapport à l'attachement que j'ai pour ma ville. On me disait, mais c'est bon, passe à autre chose, etc. Mais je sais pourquoi je suis comme ça. Parce qu'il y a des jeunes qui me regardent. Et ça, je ne peux pas le négliger. Je me suis beaucoup battu pour inspirer pas mal de jeunes. Après, j'ai compris qu'il fallait que moi, j'accomplisse des choses pour leur montrer l'exemple, tout simplement. Et donc, voilà, aujourd'hui, c'est tout ça qui fait que cette ville, elle sera à vie spéciale pour moi. Là, je suis rentré des Émirats, bah, forcément, j'ai passé du temps au Blanc-Ménil. Alors, je dose parce qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire, mais j'ai besoin de ça. Et justement, tu parlais de l'encadrement des jeunes, en général. Quand tu rentres et que, tu reviens au Blanc-Ménil, tu Ouais. es animateur et enseignant, à l'époque. Du coup, pourquoi c'était enfin, là, tu viens de dire que c'était important, mais, de quelle façon ça a été important? Comment tu as fait, pour aider les jeunes, à ce moment-là? Bah, en fait, en étant au service jeunesse, ce qui était bien, c'est que j'étais quotidiennement avec les jeunes en dehors de leur temps scolaire. Et ce qu'on sait, c'est qu'un jeune, là où il commence à faire des bêtises, c'est quand il n'est pas occupé. Et moi, ma mission, elle était très claire. C'était qu'est-ce que tu fais du temps libre de la jeunesse? Donc, soit tu fais l'animateur classique et tu t'arrêtes à faire quelques jeux de société et tout, ou soit tu décides de vraiment impacter leur vie sur voilà, des valeurs, etc., etc. Vraiment des projets qui vont attirer le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est le parti que j'ai pris. En gros, l'exigence que j'ai eue envers moi-même dans le sport, c'est la même exigence que j'ai eue envers moi-même concernant les jeunes. Et ça a été donc un gros travail, au quotidien. Ça a été, beaucoup de séjours en France et à l'étranger. Ça a été beaucoup de projets, que ce soit solidaires, citoyens et cetera. Mais l'idée, c'était vraiment de tirer le meilleur d'eux-mêmes et de leur rendre la confiance qu'ils avaient perdue. Parce que ce qui m'a vraiment marqué, c'est très tôt à quel point un jeune peut, dans sa tête, annuler le fait de pouvoir s'en sortir. Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que je suis parti à 10 ans et demi de chez moi. J'ai voyagé, j'ai joué à l'étranger, et cetera. Et je me suis dit: «Comment les jeunes qui sont nés au même endroit que moi ont aussi peu d'espoir?» Moi, c'est quelque chose
qui m'a marqué. Donc, forcément, en s'investissant au quotidien, en travaillant aussi étroitement avec les parents, bah, derrière, tu te positionnes vraiment comme un référent légitime et derrière, ils te suivent. Et aujourd'hui, on est en 2026. Quand je vois ce que la plupart sont devenus, ça me touche parce que je me dis, ah ouais, en fait, on a bien bossé. Pour ton après, on va dire, perso à toi, Ouais, professionnel et tout ça, ouais, à ce moment-là, qu'est-ce que tu décides? Est-ce que tu entends tout de suite, tu te dis: «Bon allez, je pars sur un autre métier»? Est-ce que tu veux devenir entrepreneur à ce moment-là déjà, ouais, est-ce que ça te trotte? Est-ce que tu veux rester dans le foot? ouais. Et plus spécifiquement, est-ce que tu as l'impression d'avoir les armes pour rebondir? Ou est-ce que tu as l'impression que Ah, c'est- tu as besoin de passer par des étapes et peut-être un accompagnement ou de te faire aider pour pouvoir faire ce switch de footballeur à, autre chose? Waouh. En fait, je vais pas te mentir, je prends un peu ce qu'il y a sous la main. J'avais des amis à moi qui travaillaient déjà au service jeunesse et je n'avais pas poussé la réflexion. Ce que je savais, c'est que je voulais être utile. Donc j'ai commencé à travailler au service jeunesse. Petit à petit, j'ai repris confiance en moi et c'est vrai que l'entrepreneuriat, ça a toujours été quelque chose qui était dans ma tête, mais que je n'avais jamais formalisé. C'est-à-dire, je me rappelle, une de mes dernières années dans le foot, un jour, je disais à mon père: «Je veux créer une marque de vêtements». Le lendemain, je veux créer une plateforme. Le lendemain, je veux créer je savais pas qu'en fait tout ça, c'était de l'entrepreneuriat et hem, pas longtemps après avoir commencé au service jeunesse, j'ai créé Petit Déj& Go. Donc j'ai fait un petit jeu de mots avec mon nom de famille et en gros, l'idée, c'était de faire de la prestation petit déj sous forme de buffet pour les entreprises et aussi, pour les particuliers, livraison petit déj à domicile et tout. Et en fait, ce que je voulais amener déjà dans le monde de l'entreprise, c'était de la cohésion d'équipe parce que je sais à quel point c'est important et j'ai vu, moi, en travaillant, bah, au service jeunesse que, je trouve qu'on met pas assez l'accent sur pour que les gens soient performants au travail, faut qu'ils se sentent bien. Comme dans le sport, en fait. Et c'est pour ça qu'à travers, bah, des petits déj bien décorés et cetera, sous forme de buffet avec un peu d'animation, je voyais que dans les entreprises, ça amenait quelque chose et surtout, je me suis dit: «Ah ouais, je sais aussi faire ça». Parce qu'entreprendre, c'est pas juste, le résultat. Il y a pas mal d'étapes derrière, études de marché, business plan et cetera et cetera. Alors tout n'a pas été parfait parce que c'était ma première affaire, mais j'ai appris et je sais que ce que je fais aujourd'hui, c'est aussi le résultat de mes premières expériences, entrepreneuriales et donc c'est venu comme ça. Je voulais pas forcément revenir dans le foot. J'étais dans le social, j'avais ma petite boîte. J'ai été frappé par le covid et Mmh. après, à ce moment-là, avec un ancien associé qui était au Havre avec moi, on a créé, MSG Consulting, du coup une boîte d'agents. Parce que là, je me suis dit: «OK, j'ai les armes pour revenir et encadrer les joueurs». Plus avec, le côté, faire un truc sur la reconversion. Parce que je me sentais légitime, ça faisait quand même plusieurs années que voilà, j'en parlais ouvertement, que j'avais commencé à mettre en place des petits événements et tout et ça s'est fait comme ça et je me suis dit: «Ah ouais, en fait, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que je kiffe». Mais il y a une réalité. Au départ, quand tu entreprends, tu prends pas beaucoup d'argent, donc Mmh. je gardais quand même, un travail à côté. C'est pour ça que je suis resté à la mairie du Blanc-Mesnil jusqu'en 2021, je crois. 2022. Ensuite, je suis parti à Nice. J'étais, en formation, manager, Lidl et ça a été 6 7 mois, mais j'ai énormément appris. Mmh. J'ai surtout appris que je ne voulais pas travailler dans la grande distrib, mais j'ai énormément appris. En tout cas, apparemment, tu as quand même eu besoin d'une période un petit peu, un sas Ouais, bien de sûr, retour de j'ai vie tout footballeur à vie essayé. «civile» entre Ouais, guillemets, c'est vraiment ça, ça a été ouais. un sas. J'ai tenté plein de choses. Mmh. J'ai tenté plein de choses, mais ce qui est bien, c'est que j'ai pris un peu de toutes mes expériences. J'ai livré des pizzas, j'en parle peu, parce que j'ai des amis qui ont des pizzerias. J'ai fait de la caisse aussi. Donc j'ai été enseignant, j'ai été animateur, j'ai été directeur. J'ai travaillé dans un Lidl, j'ai eu une boîte d'agents, j'avais monté Petit Déj& Go et en fait, j'ai toutes les compétences voilà, qu'on peut grappiller dans tout ça, ont fait qu'aujourd'hui, j'ai quelque chose de structuré dans la reconversion des footballeurs et je suis entraîneur adjoint, aux Émirats et c'est vraiment la direction que je veux garder, travailler dans un club de football et en même temps développer des actions autour de la reconversion des footballeurs. Mais en me basant sur tout ce que j'ai fait avant. Donc tu as fini par devenir, entrepreneur et patron, de la causerie, qui est selon votre site un réseau d'affaires et d'entraide.
C'est ça. Si je me trompe pas. Nous, on voulait savoir depuis quand elle existe, du Ouais. coup. Quels résultats, conclusions tu en tires pour l'instant de ton expérience, de aussi les contacts que tu as pu te Ouais. faire, et avec qui tu travailles, peut-être des associés, collaborateurs partout. Ouais. Ah, la causerie, c'est mon bébé, hein. Là, c'est déjà beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté parce que un réseau d'affaires dans le foot, c'est quelque chose qui n'existait pas. Moi, l'idée, je l'ai eue parce que justement, avec Petit Déj Go, bah, j'étais dans des réseaux d'affaires, dans des business clubs, et je me disais, mais avec le réseau que l'on a, les joueurs de foot, mais si on se décide de se mettre ensemble pour créer des synergies et tout, mais on va tout casser. L'idée, elle est venue comme ça. Et je n'ai pas peur de me dire que je me suis inspiré de ce qui existait dans d'autres secteurs d'activité. Donc, j'ai lancé la causerie en septembre 2023, 2022, 2022. Et ce qui s'est passé, c'est que la première année, c'était vraiment expliquer aux gens en quoi consiste la causerie. Donc, il va y avoir un rendez-vous mensuel, il va y avoir un système d'adhésion, etc., etc. Et l'idée, c'est que 70% d'anciens joueurs et joueuses avec 30% d'entrepreneurs, de manière générale, vont être ensemble. Et l'idée, c'est de créer des synergies. Et je ne voulais pas avoir que des anciens joueurs entre eux, parce que je voulais aussi qu'on apporte un nouveau souffle, un autre état d'esprit. Et donc, ce qui est bien, c'est que les entrepreneurs qui sont autour de la table ont forcément un peu plus de méthodologie. Là où nous, on peut avoir des idées un peu en vrac et tout ça, eux, ils vont nous apporter de la structure. Et ce qui est bien, c'est que nous tous, on amène nos compétences et notre réseau autour de la table. Et derrière, ça donne lieu à de la création d'emplois, ça donne lieu à des investissements en commun, ça donne lieu à des synergies concrètes, ça donne lieu à de la recommandation. Donc là, le réseau d'affaires tourne bien à Paris, donc avec environ une trentaine de membres. Et l'idée, c'est petit à petit de développer ça dans d'autres villes. Pour l'instant, sous forme d'événements ponctuels à Dubaï et à Lyon. Mais l'idée, à terme, c'est de pouvoir avoir des business clubs dans d'autres villes parce que des anciens joueurs, il n'y en a pas qu'à Paris. Des anciens joueurs qui ont besoin de se retrouver avec d'autres anciens joueurs pour tout simplement se sentir libres de dire et faire ce qu'ils veulent sans être jugés. Bah, il y en a plein, pas qu'à Paris, à l'étranger. Moi, je suis comment dirais-je, bilingue. Donc, l'idée, c'est aussi de développer ça à l'international. Mais aujourd'hui, en tout cas, ça se passe bien. Et tu sais, on a des anciens joueurs qui sont à différents niveaux. T'en as qui sont très avancés dans leurs projets entrepreneuriaux. T'en as qui sont en train de se chercher. T'en as qui sont dans l'entre-deux. Et l'idée, c'est de vraiment créer comment dirais-je, une synergie entre tout ça et de recréer un peu un état d'esprit de vestiaire. Donc généralement, c'est vous qui venez vers les sportifs ou bien c'est le contraire? Parce que sur votre site, il y a Ouais, on peut demander en fait, ouais, c'est ça. Beaucoup d'anciens joueurs qui me sollicitent. Alors, tu l'as posé aussi la question, effectivement, j'ai des collaborateurs, forcément du réseau proche qui savent ce que j'essaye de mettre en place. Parce qu'il y en a qui me suivent. Moi, ça fait maintenant presque 10 ans que je fais des trucs sur la reconversion des footballeurs. Donc, forcément, petit à petit, il y a des affinités professionnelles qui se sont créées. Et donc, on a commencé à déléguer certaines choses. Effectivement, les joueurs me sollicitent. Et avec l'expérience, je sais à peu près là où ils en sont dans leur reconversion. Donc, je ne suis pas uniquement dans comment dirais-je, dans un objectif business. Si je sens que tu n'as rien à faire au sein de la causerie, je ne vais pas te dire de venir juste pour encaisser une adhésion. Par contre, si je sens qu'il y a un réel besoin, ce qui est dans la majorité des cas, j'explique pourquoi je pense que ça peut être une bonne chose pour toi de rejoindre le club. Et naturellement, quelqu'un qui me sollicite, c'est quelqu'un qui a déjà un peu compris l'état d'esprit de la causerie, qui a compris qu'avant tout, nous, on est sur l'humain. On n'est pas là pour recréer ce qu'on peut dénoncer du milieu du football. Et généralement, quand quelqu'un me sollicite, il y a de fortes chances que ça aille au bout parce qu'on est déjà sur plein de valeurs communes. Et d'après ce que tu disais justement, c'est quoi les plus gros besoins des personnes qui viennent vers vous? Généralement, c'est de la structuration de projet. Ouais, généralement, c'est de la structuration de projet parce que on a plein d'idées, on met des choses en place, mais on n'a pas forcément été formé pour. Et si tu veux, le fait d'être avec des gens qui sont déjà avancés sur pas mal d'initiatives, bah, ça va t'inspirer et ça va te structurer.
Et de ce que je vois, quand je pense à l'ensemble des membres, c'est un mélange de tout ça, des projets qui sont bien avancés, des nouvelles idées, au final une idée, mais à force d'écouter ce qui se dit, je bascule sur autre chose. Mais le projet est de vraiment faire en sorte que ce n'est pas parce que ton projet n'est pas développé que tu dois te sentir en retard par rapport aux autres. Il y a énormément de bienveillance. Et je pense que quand on dit par nous, pour nous, bah, je suis clairement dans ça. Parce que j'ai été ancien joueur, enfin j'ai été joueur, donc je sais exactement ce que peut traverser un ancien joueur à certains moments de sa vie. Tu disais que le milieu du football, c'était aussi un milieu très précaire pour les Bien footballeuses. sûr. Donc, c'est quoi la proportion de femmes que vous accompagnez à la causerie? De femmes, tu dis. Mm. Alors là, je vais pas te mentir, on doit être sur une personne sur 3 ou 4. Mais c'est une très bonne question parce que je veux justement aller de plus en plus vers le football féminin parce que c'est encore pire en termes de précarité. Moi, je connais des joueuses, il y a encore 5-6 ans, elles étaient en D1, elles avaient un job à côté. Et quand tu es joueuse, Mm. en fait, tu es obligé de penser à l'après-carrière. Tu vois, c'est impossible de dissocier l'un de l'autre. Chez les hommes, vu qu'il y a des salaires qui sont plus importants, des fois, tu es un peu dans l'illusion. Tu vas dire: «Oh Mm. tranquille, de toute façon», mais moi, en tout cas, par rapport aux femmes, c'est un parti qui a été pris depuis très longtemps. Je te dis pas ça aujourd'hui parce que c'est un sujet où tu coches des cases et que ça fait du politiquement correct. Non, ça fait très longtemps que, j'essaye d'accompagner, des anciennes joueuses. Même, lorsque j'avais un organisme de formation il y a quelques années, on avait des anciennes joueuses. Lorsqu'on faisait les after-work du football il y a 7-8 ans, il y avait des anciennes joueuses. Donc c'est pas juste un sujet, shiny pour moi, tu vois? Je suis vraiment, engagé pleinement auprès des anciennes joueuses. Donc comment ça fonctionne? Enfin, c'est quoi ton business model? C'est une histoire d'adhésion, si j'ai bien Ouais, compris? c'est ça. Alors comment est-ce que ça marche? Comment est-ce que les personnes peuvent, enfin, faire partie de la causerie? Et déjà, est-ce que c'est abordable pour tout le monde? Parce que si ça s'adresse à des, anciens joueurs qui peut-être peuvent être en galère, comme toi tu Ouais, l'as été quand tu as arrêté ta bien carrière, sûr, ou des joueuses qui sont encore plus en galère, bien sûr. est-ce que du coup c'est un service, premium ou est-ce que Non, c'est le truc, c'est de clairement proposer quelque chose, de comment dirais-je? De très professionnel à un prix très abordable. Forcément, tout businessman ne peut pas sortir le prix comme ça, mais une chose est sûre, c'est très abordable. Encore une fois, la motivation première n'est pas de faire de l'argent. De l'argent, il y en a et il y en aura parce qu'on a créé de la valeur, parce qu'aujourd'hui, s'associer à notre marque, c'est quelque chose qui va forcément apporter des opportunités. Mais l'idée, c'était d'abord de se dire: «OK, comment faire en sorte que je puisse toucher le plus grand nombre?» Parce que justement, avec l'organisme de formation, on était sur un coût plus important et on s'est rendu compte que pour les anciens joueurs et joueuses, investir sur soi-même, ce n'est pas forcément quelque chose d'acquis. Comme un grand patron qui va constamment se former, un ancien joueur, il n'a pas forcément ce réflexe de payer pour de la compétence. Aujourd'hui, les gens ont compris où on veut en venir, ce qui fait que, OK, ils peuvent mettre la main à la poche. Donc, ils payent une adhésion annuelle. Et dans cette adhésion-là, il y a pas mal de choses qui sont comprises, dont l'événement mensuel. Une fois par an, on organise un séminaire aux Émirats aussi, parce que l'idée, c'est de créer aussi des synergies avec le réseau sportif du Moyen-Orient, qui est pas besoin de le présenter. Aujourd'hui, le Moyen-Orient, sur la partie sport, c'est en pleine bourre. Et donc voilà, là, en étant à Lyon aussi, donc on crée des synergies là-bas. Mais l'idée, c'était de se dire, mettre le moins de barrières possible. Par contre, l'état d'esprit, c'est vraiment ce qui filtre. Si tu as pas le bon état d'esprit, tu ne mets pas un pied au sein de la causerie. Ça, voilà, c'est indéniable. c'est-à-dire, tu as des personnes qui d'après toi seraient pas encore assez stabilisées, seraient pas assez Non, redescendues, en fait, c'est même pas ça. Ça peut être simplement des personnes mal intentionnées. Quand je faisais les grands événements, ce qui se passait, c'est qu'on avait des gens qui étaient là juste pour dire: «Je suis avec des anciens footeux, c'est cool». Sauf que là, nous, on veut être dans le concret. Donc si tu viens juste pour dire que tu es avec des anciens joueurs et des anciennes joueuses, bah forcément, tu t'isoles par rapport au reste du groupe qui a vraiment envie de faire des choses, qui a vraiment envie d'avancer, qui a envie de créer du business, mmh qui a envie de créer de la valeur. et à part ça, il y a d'autres filtres ou par exemple, si jamais quelqu'un vient et vous dites
là, je pense que cette personne a besoin de passer par d'autres étapes avant de pouvoir commencer à Ouais, envisager. bah après, par exemple, des fois, on sent vite que psychologiquement, voilà, il y a des vrais soucis. Moi, ce n'est pas mon métier. Donc, j'ai des gens autour de moi qui sont en capacité de gérer ça. Et comme je disais tout à l'heure, l'idée, c'est pas de te prendre ton argent, même si tu n'es pas prêt. Je préfère que tu passes par l'étape d'avant, où déjà, il faut que toi, tu te retrouves identitairement parlant. Et après, tu vas venir pour les bonnes raisons et tu seras en mesure de développer pas mal de choses. Mais venir pour amplifier ta frustration, etc., ce n'est pas du tout l'idée. Heu, D'après toi, pourquoi est-ce que le milieu du foot et peut-être même de façon générale, sport professionnel, mais on Ouais, va rester sur le foot que tu connais bien, il a du mal à avoir des joueurs comme des humains avec des compétences qui peuvent être transposables ailleurs? Là, par exemple, on apprend, j'imagine, en centre de formation, la rigueur, le bien leadership, le sûr, travail d'équipe et tout bien ça. sûr. Qu'est-ce qu'il faudrait modifier dans la gestion des carrières sportives pour que, les joueurs puissent être formés à envisager tout ça comme Ouais. des compétences qui marcheraient ailleurs que dans le sport? En fait, c'est une question que j'adore. Ce qui se passe, c'est que les clubs de foot, en fait, c'est un peu dans la réponse. Un club de foot, c'est un club de foot. Même si, pour moi, un club de foot doit prendre soin de l'humain avant de prendre soin du joueur, mais le club de foot, il va tenir par ses résultats. Les résultats, c'est le match. Donc, en fait, toute l'organisation du club de foot va être orientée pour que le jour du match, ça se passe le mieux possible. Et là où je pense que l'on passe à côté de quelque chose, c'est que quand toi, tu n'es plus dans la logique de ce match, donc quand tu ne joues plus, ben, on s'en fiche. Et je pense que les joueurs seraient encore plus performants si, tout au long de leur parcours de formation, on leur expliquait que ce qu'ils apprennent là va servir pour ci, pour ça, dans la vie de tous les jours. Mais la logique aujourd'hui d'un club de football, c'est, encore plus en France, parce que c'est une politique de trading ici, c'est je forme bien pour bien vendre. Ce qui devient après sa carrière, c'est pas mon sujet. Et ça, c'est factuel. C'est pas juste moi qui veux dénoncer quelque chose. Aujourd'hui, si tu prends l'ensemble des clubs de football, il y en a aucun qui a mis en place un vrai travail pour ses anciens joueurs. Sachant que moi, j'ai commencé le foot à 8 ans, j'ai arrêté à 26 ans. Donc, j'ai quand même donné beaucoup d'années au foot. Et il y en a qui ont donné encore plus d'années au foot. Mais le jour où tu arrêtes, il n'y a personne qui va venir te dire écoute, viens, tu nous as quand même donné pas mal d'années. Voilà, on peut te proposer ci, on peut te proposer une formation, etc. etc. Donc, pour moi, ça devrait être inclus dans les clubs. Mais si tu recules un petit peu et que tu réfléchis, aujourd'hui, ce n'est pas dans les intérêts, ce n'est pas dans leur intérêt de se dire on va t'éduquer sur plein d'autres sujets. Non, non, marque des buts et après, on voit à quel prix on peut te vendre. Toujours un peu sur cette même question, Bien plus ou sûr, moins, mais dans la FFF disait récemment que c'est 18% de joueurs par un centre de formation qui passent pro. Donc ça veut dire qu'on en a quand même 82% qui derrière ne seront pas footballeurs du tout. ils sont faibles. Même pas en national, même pas en... Du coup, bah, est-ce que tu penses que les clubs de foot, les centres de formation devraient faire un peu plus pour les jeunes qui sortent Ouais, pas des bien sûr. centres? Qu'est-ce qu'ils font déjà d'après toi? Et enfin, qu'est-ce que tu constates qu'ils font? Et qu'est-ce qu'ils pourraient faire de plus pour aider ceux qui ne passeront pas pro? En fait, je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point le ratio est faible sur la réussite des joueurs qui intègrent un centre de formation. Et là, on l'a vu cette année, les 2007, donc, qui n'ont pas été conservés, ils trouvent pas de club. Et en plus, c'est un âge où il faut peut-être commencer à bosser. Et en fait, ils sont perdus. Ils sont abandonnés, ils sont perdus. Parce que tu en as, comme je disais, qui vont pas retrouver de club, qui vont avoir une situation professionnelle qui est proche du néant et du coup qui le vivent très mal, donc dépression, on a même vu des suicides, etc. Et malheureusement, cette question-là de la sortie de centre de formation, personne n'a pris le sujet en main. Alors oui, un club, il va dire, écoute, je connais un coach là, je vais les appeler pour que tu puisses éventuellement faire un essai, patati patata. Ça, c'est un coup d'épée dans l'eau. Et je pense que sur les 2 3 années qui suivent le moment où tu n'es pas gardé dans un centre de formation, tu dois être suivi. On ne peut pas juste te lâcher dans la nature comme ça. Tu dois être suivi psychologiquement parce qu'en fait, tu étais tellement proche du but parce que tu as porté le maillot de tel ou tel club pro pendant je ne sais combien d'années. Même si on te dit, tu es loin du compte, tu n'es pas encore pro, tu es qu'en centre de formation, c'est humain, tu te projettes. Et puis, il y a
il y a quelque chose, il y a de l'appartenance. Et un jour, on t'enlève tout ça. Et on te dit débrouille-toi. Ça ne peut pas fonctionner. Tu as 17, 18 ans, ça ne peut pas fonctionner, c'est impossible. Et ces jeunes-là, on leur dit débrouille-toi avec zéro outil. Parce qu'en dehors du football, on ne leur a pas appris grand-chose. Et la réalité, c'est que aujourd'hui, quand tu les vois, et notamment en Île-de-France, parce qu'il y a plein de joueurs qui sont dans les centres de formation qui viennent de l'Île-de-France. Et on l'a vu sur la dernière Coupe du Monde. Il y avait 99 joueurs franciliens, ce qui est énorme. Bah, ces joueurs-là, ils sont en bas de la cité. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que ces joueurs-là, ils sont en bas de la cité, plus ils doivent essuyer les moqueries de tout le monde. Parce que bah, quelques mois avant, ils étaient au centre de formation, et puis avec les réseaux sociaux, etc., etc. Et tu te retrouves avec tous les gars de chez toi qui, eux, malgré tout, font quelque chose. Et toi, tu fais rien. Donc, comment tu te construis à partir de ça? Et c'est fou parce que même tu te sens rejeté, en fait. Tu te sens rejeté et par le foot et par le milieu professionnel. Et on te dit, non, mais vas-y, faut te construire. Donc là, il y a un énorme loupé des centres de formation. Et je dis pas ça uniquement pour, les, pour les cibler, mais c'est factuel. C'est factuel. Le jeune, quand il sort du centre de formation, il n'a rien. Soit par chance, il a une famille qui est très bien structurée et qui a des opportunités à travers le réseau familial, sinon c'est fini. Et pourtant, on voit que la scolarité, elle est prise assez prise au sérieux, par les clubs. Est-ce que c'est juste une façade ou? Alors, on va rester poli. Non, mais ça me fait mal parce que je suis un enfant des centres de formation. Mais si un joueur est très bon et qu'il est nul à l'école, on va trouver une solution. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, et parce qu'il y a des cases à cocher pour être classé parmi les meilleurs centres de formation. Donc, forcément, tu vas faire ce qu'il faut par rapport à la scolarité. Mais en vrai, tu restes un club de football. Ça veut Mmh. dire que tu n'as pas envie de former des bons élèves. Tu as envie de former des bons joueurs. C'est ça la réalité. Donc, si à un moment donné, tu dois faire l'impasse sur la scolarité parce qu'un joueur est très prometteur, tu le feras. Ce qui, à mon sens, n'est pas correct, mais tu le feras. Donc forcément, les joueurs, ils l'ont compris ça. Donc, dans un centre de formation, quand tu es un très bon élève, tu es un peu marginal. Tu vois, tu es un peu quelqu'un qui va étudier quand les autres, ils sortent parce qu'il y a quartier libre, etc., etc. Donc, être un bon élève en centre de formation, c'est faire de la résistance. Parce que le game veut que, ah, de toute façon, je vais être un footballeur, moi. Tu vois, c'est humain, en fait, tu te projettes comme ça. Mais encore une fois, si tu es bien entouré, on va vite te faire comprendre, hey, Coco, travaille. Travaille parce qu'il y a très peu de chances que tu deviennes footballeur. Tu vois. Et si on revient juste un tout petit peu en arrière, Ouais. et qu'on parle de l'organisation des ligues professionnelles, des fédérations et des clubs, est-ce que tu penses que c'est le rôle des entreprises privées, d'aller, venir en aide aux anciens athlètes? Ou est-ce que tu penses qu'il ne devrait pas y avoir une prise en charge par, ces derniers, comme on disait? Ouais, pour moi, la Fédé, elle a un rôle à jouer. Elle a un énorme rôle à jouer parce que, avant tout, quand tu prends une licence de football, tu as face à toi des éducateurs. Il y a un aspect éducatif. Mais pourquoi, à partir d'un moment, ce truc, il s'arrête? Tu vois, pourquoi à partir d'un moment, il n'y a plus l'aspect éducatif? Ça, je ne comprends pas. Et aujourd'hui, la fédération, par ses compétences, ses réseaux, etc., son influence, a tout ce qu'il faut pour mettre en place ce genre de choses. Mais encore une fois, est-ce que c'est bankable? Pas forcément. Faut dire les choses comme elles sont. Si ça rapportait de l'argent de travailler sur la reconversion des joueurs, et les gens le feraient. Moi, en fait, si tu veux, je me suis engagé sur ça. Je me suis dit, mais j'ai l'impression d'être le seul acteur. Alors, petit à petit, je découvre des choses et tout, mais encore une fois, si c'était un bon business, crois-moi, tout le monde le ferait. Là, vu que on commence à parler un peu plus de dépression, de ceci, de cela, donc il y a des petits projets qui commencent à arriver, mais en vrai, ce n'est pas dans la priorité des institutions. Et c'est pour ça que tu ne trouves pas de projet en ce sens. Est-ce que tu as essayé, toi, avec la causerie, par Ouais, exemple, d'approcher des clubs, des ligues, ouais. pour, essayer d'apporter, Ouais, votre j'ai expertise? j'ai essayé d'approcher des clubs et j'ai senti n'avaient pas trop envie. Mais en même temps, ils m'aiment bien. Donc, c'était Mmh. un an poli. Mais si tu veux, je me suis dit, OK, en fait, c'est pas comme ça qu'il faut arriver vers les clubs. Il ne faut pas laisser le choix au club. En fait, il faut que mon action prenne tellement de place
et tellement d'importance que les clubs n'aient plus le choix que de collaborer. Si tu viens en position basse, excusez-moi, est-ce que je peux mettre ce projet en place avec vous? Non. Par contre, si au bout de quelques années, les clubs se rendent compte que, ah ouais, au final, il est devenu incontournable, bah là, on va pouvoir se parler. Mais là, actuellement, ça sert à rien. Et puis, les clubs, tu sais, ils sont tellement sollicités chaque jour pour tel et tel projet que c'est juste un projet de plus. Donc, pour moi, l'étape, c'est de se rendre incontournable. Et là, tu pourras discuter avec Bon, alors, le jour où on enregistre, on est le lendemain de la finale de la coupe du monde. Ouais, J'imagine que tu as dû la suivre, bien un sûr. peu. Quel regard tu as porté sur cette coupe du monde? Bon, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées qui Ouais, nous, en tant que fans de foot, on n'était pas forcément fans de ouais, tout ce qu'il y a eu dans l'organisation, que ce soit les ingérences politiques, le bien sûr, changement de certaines règles, même carrément bien pour faire sûr. plaisir aux annonceurs, le racisme, parfois Bien envers sûr. certains arbitres et certaines fédérations. Quel regard t'as porté, toi, sur cette Coupe du Monde et certaines choses du foot business qui peut-être te surprennent plus, mais peut-être au Mm. contraire, tu dis, ah, ils arrivent encore à me surprendre. Déjà, on a cette Coupe du Monde, on va l'appeler la Coupe du Monde de l'impunité, ça, clairement. Et j'ai été dans une dualité tout au long de cette Coupe du Monde, entre l'envie de la boycotter à 300%, mais de l'autre côté, j'aime trop le foot. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de monde. Mais je pense que cette Coupe du Monde, là où je suis content, c'est qu'elle a illustré ce que je dénonce depuis de nombreuses années, la politisation du foot. C'est trop, là, c'est trop politisé. Enfin, on a atteint un niveau où la Maison Blanche appelle la FIFA pour annuler un carton rouge. On se rend pas compte. On est en train de banaliser des trucs de fou. La pause fraîcheur qui est simplement et uniquement commerciale. On l'a vu hier, la mi-temps qui a duré 4 jours. Enfin, en fait, c'est n'importe quoi. Et le prix des billets, en fait. Le football, c'est un sport populaire. Le football, c'est le sport du peuple. Si on regarde comment le football a été créé, c'est la classe ouvrière. Et aujourd'hui, les fans de football, pour qu'ils aillent voir leur pays jouer au foot, ils ont dû payer des 15, 20, 30 000 euros. Entre l'avion, l'hôtel, les billets de match à 1000, 2000, 3000 $. Il y a des billets là, hier qui se sont vendus à 18 000, 20 000. On va où? C'est n'importe quoi. Et je pense que c'est une bonne chose que cette Coupe du Monde ait pu exposer toute forme d'excès. Mm. Parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui ont pris la parole et qui se disent non, non, là, vous êtes en train de nous voler notre sport. Ce n'est pas ça. On va revenir à quelque chose de rationnel et à quelque chose de populaire parce que le football, en vrai, c'est fédérateur. Mais là, ils nous ont pondu un truc élitiste. C'est-à-dire que qui peut se permettre de mettre 1000 $ pour aller voir un match de football? Ah où là? 1000 $. Même si je les ai, je ne les mets pas dans un match de football. Non, mais c'est 1000 $. Et non, non, cette Coupe du Monde, vraiment, Infantino, voilà, j'ai pas envie de juste le cibler, mais ce que cette Coupe du Monde a montré, c'est tout ce que l'on déteste des prises de position du football. Le football est un sport. Le football n'est pas un outil politique. Le football est un sport. Restons un sport. Et dernière question peut-être pour rester, enfin pour finir sur une note positive. Ouais, Si tu avais un conseil à donner à un jeune de 17 ans ouais. qui signe son premier contrat pro aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Franchement, je écrirai en majuscule épargne, épargne. Non, en fait, le truc, éduque-toi, en fait. En vrai, ce que j'ai envie de dire à un jeune, c'est éduque-toi en dehors du football. Prends conscience que ce que tu vis là, tu es un privilégié, déjà. Que le contrat que tu as, le second contrat n'est pas garanti. Ça, c'est extrêmement important de le dire. Le premier contrat pro n'est pas une finalité. Si tu en as un deuxième, si tu en as un troisième, on peut commencer à discuter. Donc, éduque-toi financièrement. Franchement, éduque-toi financièrement parce que si tu places ton argent correctement, bah, en fait, tu prépares ton après-carrière correctement. Et même pendant ta carrière, tu es tranquille. Tu n'as pas la tête dans je ne sais pas combien de soucis. Moi, j'ai vu des joueurs demander des avances. Tu vois, tellement ils flinguaient leur argent et tout. Et des joueurs qui gagnaient beaucoup d'argent. Et si tu veux, si tu gères mal tout ce qu'il y a autour de toi, forcément, ça va impacter ta carrière. Et le dernier truc, c'est fais attention à tes fréquentations. Tu vois, il y a quelque chose de très fréquent dans le football parce que beaucoup de joueurs viennent des quartiers populaires. Et
ne veulent pas se détacher un peu du fait de venir d'un quartier, des street crédibilité et compagnie. Non, non, non. Tu es un footballeur, entraîne-toi comme un footballeur, dors comme un footballeur, mange comme un footballeur. Mais quand sur ton temps libre, tu viens à la cité et que tu fais de la moto, t'as rien compris. C'est une réalité. Je le vois, les petits sur les réseaux sociaux, les photos qu'ils font, etc. Tu sais, ils sont plus à la cité, mais ils veulent se comporter comme un mec de cité. Laisse ça. Les footballeurs travaillent et après, oui, quand tu as du temps libre, tu veux faire plaisir à tes potes et tout, il y a pas de problème, mais c'est important de se détacher d'une certaine manière de son quartier. Je te dis ça alors que je suis fou amoureux de ma ville, mais je sais aussi là où j'ai échoué. Parce qu'à un moment donné, j'ai pas su couper le cordon. Tu vois? C'est pas parce que tu viens moins que tu as oublié les gens. Mais c'est juste que tu dois d'abord t'occuper de toi. Et moi, j'ai voulu m'occuper des autres et puis un peu de moi. Et ça, je pense que c'est le syndrome de beaucoup de jeunes, joueurs de football. Merci Wesley, merci Merci. Luna. Merci à vous tous et toutes d'avoir suivi cette interview. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre partout, Nouvel Élan 93 et Nouvel Élan TV. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.